cette liberté qu'on peut avoir de créer notre propre emploi, elle est inestimable et c'est pas si difficile si on fait ce qu'il faut. Plusieurs fois, on m'a dit je te paye pas assez cher. Plusieurs fois, parce qu'ils comprennent la valeur de ce qu'on fait. Donc t'es en train de dire que le meilleur moyen de faire face au syndrome de l'imposteur, c'est de l'affronter, quoi. Ouais, et passer à l'action. Se prouver que c'est pas légitime ce que tu penses, quoi. Tu penses à ce métier, c'est que t'as certainement les capacités pour y arriver, donc fais-toi confiance et vas-y. En fait, on se complète, on s'entraide, on s'élève ensemble. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de moment où on se dit « Ah, je trouve pas la solution », il suffit de discuter avec l'autre. Et en plus, quand on explique le problème à quelqu'un, on trouve la solution tout seul, en fait. De dire qu'à un moment, on a eu un vrai impact sur la vie entrepreneuriale de ces personnes, ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Et il me dit « Tu pourrais me faire un truc qui marche ?» Je dis « Bah franchement, juste une automatisation qui déverse dans un Google Sheet et on fait des graphes, t'as tes données, quoi. » Et il me fait « Ok, je vais peut-être arrêter l'abonnement. » Je dis « Par curiosité, il coûte combien ?» Il me dit 800 € par mois. Les gens ont souvent, tu vois, cette barrière de dire « Non mais 5 000 €, ça paraît beaucoup. C'est une promesse bullshit. Jamais je pourrais y arriver. » Bah, vous êtes des bons exemples aussi. Et en fait, 5 000 €, c'est juste le premier step, quoi. Il y a 2 semaines, on a organisé notre tout premier séminaire en présentiel, OBM Live, qui a eu lieu à Lisbonne. Et on a 70 de nos membres qui ont fait le déplacement pour venir nous rencontrer. C'était vraiment une expérience extraordinaire. J'ai vraiment hâte de te partager les coulisses. Dans les prochaines semaines, tu vas voir, je vais te partager des vlogs de cet événement pour te faire vivre en fait tout ce qu'on a vécu pendant ces 2 jours. Mais aujourd'hui, je te propose un format différent puisque lors de ce séminaire, on en a profité pour enregistrer des épisodes de podcast avec certains de nos membres de notre mastermind OBM Elite. Et donc, aujourd'hui, je te propose un épisode condensé des meilleurs moments de ces 2 épisodes de podcast qu'on a enregistrés. Tu le verras, nos membres vont te partager des cas concrets qu'elles et ils ont déjà vécu avec leurs clients. Je te laisse regarder ça tout de suite. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast d'OBM Elite. J'ai la chance, l'honneur d'être avec 3 des membres emblématiques d'OBM Elite qui vont nous partager un petit peu les coulisses du métier d'OBM, du métier de bras droit. Là, sur la table, il y a des petits papiers et c'est la petite boîte à questions. Et on va commencer par des questions un peu brise-glace. Et chacun votre tour, vous allez répondre à ces questions-là. Et comme je disais à Marine juste avant, je n'ai pas lu les questions parce que c'est ChatGPT qui les a générées. Donc, il n'y a pas eu de filtre. Donc, peut-être qu'on aura de belles surprises. Donc c'est parti. Ok, donc là je montre la question et ça nous dit l'outil ou logiciel sans lequel tu refuses de travailler. Oh bah moi c'est Airtable, sans hésiter. Je pense que c'est l'outil que j'utilise le plus parce que je trouve que c'est le CRM le plus adapté à la livraison client, dans mon quotidien en tout cas d'OBM. Ça me permet de performer, d'automatiser, systématiser. Mais j'ai envie de dire, je pense que si je dois être plus généraliste, quand même, les OBM, je pense que c'est Notion. D'une manière générale, pour tout ce qui est process, wiki interne et tout, c'est beaucoup ça, quoi. Mais ouais. Ok. Je sais pas si vous en avez et les autres, mais du coup moi, dans mon secteur, j'utilise beaucoup Boon Manager. Mais c'est vraiment spécialisé pour les ESN. Donc après, pour les OBM, oui, Notion, je te rejoins là-dessus. Et moi, j'aurais dit Slack. Ah oui. Parce que les groupes WhatsApp avec les équipes et les équipes des équipes, etc., c'est insupportable. Donc, c'est ça, les canaux sur Slack et tout ça. Pour être sur Microsoft Teams. C'est vrai, c'est vrai. Mais non. non, j'ai choisi Slack chez mes clients et ouais, ça change tout. Si je devais coacher ton toi d'il y a 2 ans en 1 minute chrono, tu dirais quoi ? C'est très simple, je dirais bouge-toi le cul parce que il y a 2 ans j'avais plein d'envies dans la tête et puis en même temps j'osais pas trop passer à l'action. L'air de rien, en 2 ans quand on a toujours l'impression qu'on fait pas grand chose, ouais. Et puis quand tu réalises le chemin parcouru en 2 ans, tu te dis mais en fait t'as fait des trucs de fou, mais néanmoins je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus vite si j'avais eu les bons déclics. Donc je crois que ce serait ça en fait. Enlève-toi les doigts, arrête de réfléchir et puis fonce. Mais t'en étais où justement il y a 2 ans ? Il y a 2 ans, là aujourd'hui, j'étais encore salarié et j'étais pas bien dans mon travail, même si j'avais un super travail dans une super boîte. Et je me disais, oh là là, j'aimerais beaucoup me relancer en tant qu'entrepreneur parce que j'ai envie de cette liberté-là. Et puis, 2 ans après, je suis entrepreneur, j'ai une activité qui est rentable, qui me rémunère, et donc c'est super cool. Merci Lionel.
Quelle est la phrase que tu répètes le plus à tes clients? Alors ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue dans OBM Squad, justement. C'est n'anticipe pas les problèmes que tu n'as pas. C'est une phrase qui m'a énormément marquée quand je suis rentrée dans le squad. C'est une phrase que tu répètes souvent, Samir, que j'ai mis du temps à assimiler et que maintenant je m'impose à moi-même et que j'essaye de faire comprendre à mes clients parce que on va faire ça. Ah oui, mais s'il y a ça, s'il y a ça. Non, en fait, on n'anticipe pas. On trouvera des solutions au moment venu, mais ne te prends pas la tête à chercher des solutions dont tu n'as pas besoin parce que s'il faut, ça ne se passera pas. Voilà, n'anticipe pas des problèmes que tu n'as pas. Quelle est la phrase que tu répètes le plus à tes clients? C'est marrant parce que c'est un truc que je devrais me répéter à moi. C'est de rester focus en fait sur ce qu'on fait et d'arrêter de vouloir partir dans tous les sens et de se mettre la pression en fait. Mais souvent ce qu'on répète aux autres, c'est souvent ce qu'on a besoin d'appliquer nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est très bon pour le faire parce qu'on le voit. On voit les autres venir en disant non mais c'est bon, on a déjà prévu assez de choses, c'est très bien, ça va bien se passer, ça va se faire les choses une chose après l'autre et faire confiance dans ce qui va arriver et se faire confiance aussi. Donc restez focus. C'est ça. Aurore, explique-nous, s'il te plaît, le jour où tu as dit non à un client et que tu as bien fait. C'est bizarre que ça tombe sur toi. Alors là, ouais, c'est vraiment la bonne question. Justement, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à dire non. Je disais pas non au début. C'était mon problème, d'ailleurs. Donc, j'ai eu un client avec qui ça s'était pas très bien passé parce que, justement, j'avais dit oui et que finalement, j'avais raison de douter. Mais finalement, j'ai réussi à mettre les limites. J'ai finalement arrêté la mission. Et heureusement parce qu'en fait je commençais vraiment à pas aller en burn-out mais vraiment ça devenait trop lourd donc vraiment dire non, ouais, apprendre et c'était un gros travail pour moi d'ailleurs. Et c'était quoi là, si tu devais tirer des leçons de cette expérience là, c'est quoi les red flags pour toi maintenant? Alors les red flags, déjà dès que on fait le premier entretien, s'il n'y a pas le respect, déjà c'est mort. Ensuite, dès qu'il y a quelque chose qui nous fait douter, vraiment, s'écouter, ne pas y aller, quoi. Ouais, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, quoi. C'est ça. Bon. Ok, est-ce que vous voulez raconter le jour où vous avez dit non? Est-ce que vous dites non déjà? Oh, on dit non, nous. J'ai eu beaucoup de mal à dire non, mais j'ai appris à le dire. Et ça fait du bien, en fait, de le dire. C'est-à-dire que pendant longtemps, on se force à dire oui. Et c'est vraiment ça, on se force. Et le jour où on s'autorise à dire non, mais déjà, il se passe rien d'extraordinaire, sauf qu'on gagne on gagne en sérénité. Et au final, c'est bon pour nous, quoi. Donc, faut vraiment oser le faire. Après, il y a plusieurs façons de dire non, parce que ça peut être dire non à une opportunité. Parce que, j'ai une opportunité, et, je la sens pas, ou alors c'est pas le bon moment, ou je suis pas censé accepter cette opportunité-là parce que je suis focus. Et il y a dire stop plutôt. Et stop, est-ce que c'est toujours parce que ça colle pas avec le client, il y a des red flags, ou alors c'est parce que toi t'as pris trop et que d'un coup tu te dis non, je peux pas faire plus, du coup je dis stop. Oui, effectivement, ça m'est arrivé aussi de dire non à des missions parce que je pouvais plus prendre de clients en fait. Mais là, en l'occurrence, c'était plus parce que la mission se passait, elle était compliquée à gérer dans la relation avec le client surtout. Ouais. Niveau charge de travail, après oui, c'était lourd, mais disons que la relation empirait les choses. Oui, humaine quoi au final. C'est ça. C'est plus la relation humaine à laquelle t'as dit stop quoi. Ok, je pense que ça arrive à tout le monde. Oui, mais après, moi j'arrive rarement à ce niveau-là. Ok. Tu dis non avant de dire stop? Oui, okay. Parce qu'en fait, je sais que je suis de nature très généreuse et très impliquée en fait dans mes missions, et donc je sais que je me charge la mule toute seule et que le client, il en profite pas, c'est moi qui me mets dans cette responsabilité-là. Mais pour lui, du coup, c'est tout bénef évidemment que j'en fasse 10 fois plus que ce qui était prévu au départ. Et du coup, j'ai appris à juste respecter mon énergie et mettre le cadre. Et là où je te rejoins, c'est que le non t'aide dans ta posture et dans le cadrage de mission. Et en fait, je me suis plus respectée depuis que j'ai cadré et osé dire non, là, je peux pas maintenant, mais ce projet-là, on va le faire à tel moment. Plutôt que de continuer d'en prendre toujours en fait sur le dos, parce que c'était un peu mon mécanisme. Et du coup, j'anticipais souvent ça et j'arrivais pas au stade de non, mais stop, j'en ai trop. C'est souvent, je disais, ouais, mais là, c'est ta responsabilité, donc c'est à toi de maintenant dire, là, j'en prends pas plus, je vais déjà finir ce que j'ai, et après, on repart. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à rééquilibrer un peu les missions que j'avais. Ce que tu croyais sur le métier d'OBM et qui s'est révélé totalement faux. Et je vais poser la question à... Tiens, Lionel.
Alors moi, c'est très simple. Dans ma tête, un OBM, et c'était pour ça que je voulais pas au départ devenir OBM, quand j'ai commencé à discuter avec vous, j'avais l'impression que c'était un assistant virtuel. Et je crois que c'est la plus grosse confusion qu'on peut faire, parce que oui, effectivement, quand on est assistant virtuel, on fait plein de tâches très opérationnelles. C'est un super boulot en soi. Et je critique pas du tout les assistants virtuels, mais ce que j'ai vraiment compris, c'est que l'OBM, en fait, il se plaçait à un autre niveau, à un niveau plus stratégique. On est vraiment dans le pilotage, et souvent d'ailleurs en tant qu'OBM, on va travailler avec des assistants virtuels qui vont mettre en œuvre ce qu'on va préconiser en termes d'organisation. Donc c'est vrai que j'avais pas du tout cette vision stratégique du métier d'OBM, et c'était clairement ce qui me freinait à passer à l'action. Ouais, pour toi, c'était plus un rôle... encore une fois, il n'y a rien de péjoratif, mais c'est ce qu'on emploie souvent avec Sam, d'assistant plus. Exactement. Et j'avais pas envie d'endosser ce rôle-là. Je suis pas quelqu'un qui suis fan de l'opérationnel, même si je sais très bien le faire. Mais j'aime bien, de par mon expérience, être un petit peu plus dans la stratégie. Et c'est vraiment ce que j'ai découvert ensuite dans le métier d'OBM, c'est que, au contraire, j'avais une vraie autoroute pour vraiment pouvoir m'éclater avec cette appétence pour la stratégie business. Oui, moi c'est l'aspect outil. J'avais l'impression qu'il fallait maîtriser tous les outils, et surtout l'outil que le client avait déjà, qu'il fallait que je sois capable de l'utiliser, sinon ça marcherait pas. Et en fait, il y a deux solutions très simples. C'est soit l'outil, j'apprends à l'utiliser, soit en réalité le client, c'est pas tant à l'outil qu'il est attaché, mais c'est au résultat. Et en fait, avec la méthode OBM, j'ai mis en place mes propres outils, et quand je les propose au client, il est prêt à abandonner les outils qu'il a, peu importe s'il a investi dedans ou pas, parce que quand il voit le résultat, il dit c'est ça que je veux. Donc finalement, pas avoir peur de la panoplie d'outils qui existent, on arrive toujours à s'en sortir. Ouais, moi ça fait écho à ce que tu dis, mais plus au niveau des compétences. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait être aussi bon en marketing qu'en création de contenu, qu'en recrutement, qu'en tout, en fait. Et au final, on se rend compte que c'est plus notre réseau qui est intéressant, parce qu'on est capable d'identifier ce qu'il faut, et on est capable d'aller chercher la bonne personne qui va nous compléter là-dessus. Et c'est là où après, ça fait en plus des super associations. Voilà, une assistante virtuelle, elle va être vraiment dans l'opérationnel. C'est la personne qui va faire. Et donc, l'OBM, elle va penser à toute la stratégie, à toute la structure qui va faire en sorte que l'assistante virtuelle ou d'autres membres de l'équipe vont pouvoir faire leur travail correctement. Et donc, ça dépend du type de client avec qui on va travailler, mais normalement, l'OBM, elle n'est pas dans l'exécution. Elle peut l'être, bien sûr. Il faut savoir mettre la main à la pâte, mais elle va être dans ce rôle stratégique de dire non, on va faire cette chose-là de cette façon, on va mettre telle structure en place pour que l'équipe puisse exécuter la vision du client de façon optimale, en fait. Ton plus gros syndrome de l'imposteur, et comment tu l'as géré? Communiquer sur les réseaux. Je pense depuis le début que j'étais à mon compte, ça a été ça. C'était en fait prendre ma place. Oser dire que ça avait de la valeur, en fait, ce que j'allais dire, oser l'assumer, le discours, la vision que j'avais, etc. Et je pense que ça, c'est la chose qui m'a le plus challengé à faire. Anecdote, ma première story Facecam, j'ai passé 4 heures une après-midi, j'ai fini en pleurs, j'ai jamais posté, quoi. Je partais de là, quoi. Vraiment. Tu l'as toujours? J'ai la photo de moi en train de chialer. Après, ma mère est arrivée, elle me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai dit je dois faire une story. Elle me dit mais faut pas que ça se mette dans un état comme ça, elle comprenait pas. Donc c'était assez fou. Et aujourd'hui, je suis assez à l'aise, en fait, et je suis assez alignée avec ce que je dis. Et en fait, j'ai commencé, du coup, pour le vaincre, ce truc-là, j'ai vraiment commencé à le faire dans des sphères privées, c'est-à-dire auprès des clients, dans les meetings. Puis après, je l'ai confronté à des business friends, d'autres OBM et tout. Et quand je voyais les gens dire ah, intéressant, en fait, ça venait me donner des preuves que oui, j'avais un truc à dire, à défendre, et j'avais une vision métier, c'était OK. Pour après le rendre public, quoi. Mais en fait, au départ, j'ai voulu aller tout de suite public, et bon, ça s'est pas passé comme prévu, quoi. J'ai mis plus de temps à vraiment l'assumer. Ouais. Et vous, les réseaux sociaux, comment ça a été? Parce qu'on a 2 personnes très actives sur les réseaux. Alors c'était une douleur au début ou... Non, ça a été. J'ai mis du temps à lancer mon compte Instagram parce que je voulais être prête, je voulais avoir plusieurs contenus de près, etc. Et voilà. Mais à partir du moment où il a été créé, j'ai fait régulièrement des contenus, et tout ce qui est story, facecam et tout, ça m'a jamais trop dérangé. J'ai toujours été assez à l'aise dessus. Et en fait, moi, je pars du principe que, de toute façon, une story, ça dure 24 heures. Après, ça disparaît. Donc, en fait, et en 24 heures, tout le monde va pas la voir. Donc, si t'as 10 personnes qui te voient face caméra pendant 24 heures, au pire, ils zappent, et puis au pire, demain, ils ont oublié, quoi.
Donc voilà, moi c'est ce que je me disais quand je voulais faire une story, et c'est ce que je dis souvent aux gens qui osent pas trop, c'est vas-y, de toute façon dans 24 heures elle n'existe plus ta story. Et toi, Aurore? Moi, je communique plus sur LinkedIn, donc je fais pas énormément de vidéos. Là, j'en ai fait il y a pas longtemps, mais sinon, je m'étais préparée aussi, donc beaucoup se préparer. Mais sinon, je fais plus de posts écrits ou des photos, donc c'est déjà plus simple, je trouve. Enfin, j'ai pas trop de difficultés avec ça. Les vidéos, c'est un peu plus compliqué, mais du coup, je me prépare avant. Le changement pro ou perso le plus marquant depuis que tu es intégré OBM Elite. Quel est le changement pro ou perso le plus marquant? On va commencer par Élodie. Il y en a eu un gros. Il y en a eu un de je sais pas ce que je propose, je peux tout faire, je sais tout faire. Donc quand on me dit j'aimerais bien bosser avec toi, c'est ok, j'ai pas d'offre, j'ai pas de prix, j'ai rien. Et du coup maintenant j'ai des offres, un prix, un positionnement, des clients cibles. Donc je peux avoir un message marketing, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Ouais, je me rappelle, on avait eu longuement cette discussion. Ton vrai bottleneck au début, c'était que ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est vrai que le rôle d'OBM aussi, il est tellement large qu'au début, on se dit il faut que je sache faire un petit peu de tout, alors qu'on peut très bien se spécialiser. C'est un petit peu aussi ce que tu as fait. C'est ça. Et une fois qu'on met la main sur notre zone de génie et qu'on décide de se spécialiser, ça facilite aussi grandement derrière les offres que tu vas construire, c'est beaucoup plus clair. Il y a le truc aussi un peu qui vient dans le syndrome du sauveur, c'est qu'on se dit je suis capable de le faire en fait. Alors c'est difficile, c'est pas dans ma zone de génie, mais je peux le faire. Et en fait, on se rend compte que déjà on n'est pas obligé de tout faire. et on peut pas tout faire en fait. C'est pas possible, on peut pas être bon dans tout. Et faut savoir se dire ok, c'est pas parce que je peux le faire que je vais le faire, parce que c'est pas là où est l'intérêt pour le client, parce que c'est pas là où je serai le meilleur. Tu as eu un petit peu un parcours aussi comme ça qui a évolué. Olivia, tu veux nous dire un petit peu, toi, les changements que tu as opérés? Oui, le changement, il a été à la fois pro et perso. Moi, surtout sur la discipline, parce que je suis très créative, j'ai plein d'idées, je vais facilement de partout. Et donc, OBM Squad m'a permis de rester concentrée déjà sur une seule offre, d'aller à fond sur une offre. Quand je suis arrivée, je travaillais avec un institut de beauté. Et je me suis dit, c'est ça mon truc, ça se passait tellement bien. Je vais aller vers le monde de la beauté et tout ça, j'étais sûre de moi. Ça m'a dit, vous allez travailler sur quelque chose aujourd'hui, demain, ce sera différent. Je dis non, moi je sais sur quoi je suis, et aujourd'hui ça n'a rien à voir effectivement, mais c'est en étant focus, en allant à fond, que je me suis rendu compte que non, ça me convient pas, et c'était un leurre en fait. Donc déjà d'être focus sur une activité, ça m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, mais surtout sur l'organisation personnelle, parce que ce que j'aime dans le squad, c'est qu'on apprend à s'occuper de ses clients, mais on apprend surtout à s'occuper de soi, son propre business, sa propre organisation, et à trouver un équilibre qui nous correspond. Et moi j'avais beaucoup de mal à accepter ma façon de m'organiser, parce que voilà, j'aime travailler tôt le matin, tard le soir, les enfants sont à la maison la journée, donc il fallait vraiment que je trouve quelque chose qui me corresponde, et en même temps que j'ai du temps pour faire l'échange avec mes clients. Et la méthodologie qui est transmise a permis ça, donc d'avoir vraiment un meilleur équilibre, plus de discipline, et c'est pas du tout antinomique avec la créativité, contrairement à ce qu'on croit. Mais au c'est contraire. Vrai. Souvent on oppose les deux en fait, on se dit que ça va brider la créativité. Et beaucoup de gens créatifs me disent souvent, non, au contraire, en fait, j'ai besoin de mettre un cadre, justement, pour laisser aller ma créativité. Exact. Le changement pro ou perso le plus marquant depuis que tu as intégré OBM Elite? Alors, il y en aurait deux. C'est tout. Non, mais plus marquant, déjà, c'était le changement, et j'en donne deux. C'est d'avoir osé quitter une cliente qui, comme toi Marine, me faisait les 3/4 de mon chiffre d'affaires, donc un peu moins des 3/4, mais bon, j'étais à 70% de CA avec cette cliente-là, et qui m'empêchait d'évoluer sur le reste. Donc il y a eu ce premier gros changement, et le fait de se dire allez, j'arrête, et puis ça laissera de la place pour le reste. Et le second gros changement, c'est d'avoir osé lancer mon accompagnement. Chose que j'avais déjà dans les tuyaux depuis plusieurs années, puisque j'avais un espace Notion avec toutes les idées, le contenu, etc. Et puis j'avais mis ça dans un dossier archive. Et voilà. Et donc là, on est fin d'année 2024. Je suis après une discussion avec plusieurs membres du squad, justement, sur la terrasse d'un café, les pieds dans le sable à Marbella d'ailleurs, je me rappelle. Ah oui, il s'en passe des choses. On était en visio. J'étais là ce jour-là. On était visio, en visio. J'allais dire, il y a eu un meeting à Marbella. On était en visio. Là, quoi. Et on t'aurait convié quand même. Ok. Et les filles m'ont dit, mais pourquoi tu le fais pas en fait? Je dis, ouais, c'est vrai que j'ai tout, et puis pose le cerveau et vas-y, suis
Ok. suis la méthode et applique, quoi. Ok, donc là, Mélissa, tu vas faire quelque chose. Tu vas regarder la caméra, là, et tu vas expliquer. C'est quoi cet accompagnement, Mélissa? Donc j'ai lancé un accompagnement pour aider les assistantes virtuelles et indépendantes, assistantes freelance, à développer leur activité sur le côté structuration de leur entreprise, prospection et aussi toute la partie outils, méthodes et métiers. Ok. Donc si vous êtes assistante virtuelle et que vous avez besoin d'un coup de main, vous savez que vous pouvez contacter Mélissa. Donc là, tu nous as parlé du pro. Est-ce que dans le perso, il y a eu des choses? Ouais, ça m'a donné du temps pour les voyages. Pour le coup, chose qui est très importante pour moi, la liberté de pouvoir voyager et de ne pas travailler un lundi si j'ai décidé parce qu'il fait beau et que j'ai envie d'aller visiter un endroit, faire une mini rando, aller voir une cascade ou autre, ce qui s'est passé il y a 1 an et demi d'ailleurs. On était dans un super endroit et puis il faisait super beau, le reste de la semaine il faisait un temps pourri, donc on s'est dit allez, on arrête, on bosse pas aujourd'hui, on en profite. Et ça, avant, je me le serais pas autorisé. Quel projet t'as le plus challengé et pourquoi tu en ressors plus... Alors, désolé, Lionel, les questions sont posées au féminin, plus fortes, mais plus fort. Tu peux peut-être commencer, Elodie? J'avais pour objectif de développer un produit spécifique pour les clients que je suis le plus souvent. Et donc, c'est un CRM très complet. Elle va voir des coachs et elle me dit mais j'ai pas les KPI, je sais pas. Je dis mais là maintenant t'as tout dedans. Tu mets tes données, tout remonte tout seul. Tu sais les offres qui vendent le mieux, tu sais qui tu dois relancer, tu sais combien de temps les gens mettent à acheter chez toi, tu sais quels sont les canaux d'acquisition qui vendent le mieux, tu sais tout. Et là l'effet waouh m'a fait ok c'est bon ça en valait la peine. Oui, tu lui as installé un vrai dashboard pour qu'elle puisse prendre sa place de CEO, savoir piloter les données en fait. Prendre des décisions basées sur les données. Pouvoir savoir vraiment ce qui se passe dans son business au niveau de son parcours client global en fait, de l'entrée jusqu'à la sortie. Et toi, Lionel? Alors moi, ça a été un gros challenge il y a quelques mois. Ça a été de migrer les 3 business d'un client sur Go High Level. Alors la solution, en plus à l'époque, je venais de la découvrir grâce à Kevin. Kevin qui est notre spécialiste international, expert de la solution Go High Level. Mais moi je la découvrais juste parce qu'avant je travaillais plutôt avec des outils comme System.io, etc. mais qui étaient quand même un peu vraiment moins bons. Et là, pour le coup, j'ai eu un client qui m'a contacté en me disant voilà, je cherche un outil pour pouvoir migrer tous mes tunnels au même endroit. Et puis, je lui ai proposé ça et je me suis lancé donc, dans cette migration totalement pour 3 business en plus, folle pour 3 business. Donc, tout mettre au même endroit, mais tout bien rangé dans les bonnes cases avec toutes les séquences d'emails automatisées qui allaient bien, les workflows, etc. Ça a été... Ça m'a pris un bon mois. Est-ce que j'allais dire combien de temps t'as mis Ça m'a pris un bon mois, quelques nuits blanches. Parce que autant aujourd'hui ça va, mais alors là c'était vraiment les tout débuts où je commençais à utiliser l'outil. Mais ça a été une expérience géniale et puis hyper formatrice. Après j'ai été hyper honnête avec le client en lui disant très clairement que j'allais un petit peu découvrir l'outil en même temps que je migrais ses business et il m'a fait confiance. Et ça s'est super bien passé, puis aujourd'hui il est ravi parce qu'il a tout au même endroit en fait. Complètement. J'avais discuté avec un client comme ça qui avait un outil qui devait centraliser les données de ses réseaux sociaux pour avoir des statistiques et en fait il était mal paramétré. Et il me dit, tu pourrais me faire un truc qui marche? Je dis, franchement, juste une automatisation qui déverse dans un Google Sheet et en fait des graphes, t'as tes données, quoi. Et il me fait, ok, je vais peut-être arrêter l'abonnement. Je dis, par curiosité, il coûte combien? Il me dit, 800 € par mois. Waouh! Ok, t'as un outil qui coûte 800 € par mois, qui est mal paramétré, que du coup, tu n'utilises pas. Trop complexe, je pense que du coup, il n'utilisait pas le potentiel. Des fois, c'est toujours un peu perfectible. C'est le problème des outils, ils sont pensés pour une fonctionnalité, un persona. Et en fait, on a toujours des petites spécificités qui font que il nous manque un petit truc. Donc, on a quelque chose de partiel. Alors que tout simplement, le Google Sheet avec une automatisation qui déverse les données, puis c'est gratuit, quoi. C'est gratuit, ça va coûter au pire 2-3 € par mois, quoi. Aurore, quel est le truc que tu as mis en place chez un client qui t'a rendu super fier? C'était mon premier client OBM. Donc, j'ai vraiment mis en place toute mon offre phare, on va dire. Et c'est avec lui que je l'ai développé, que je l'ai travaillé, que je l'ai mis en place. Qu'est-ce que ça a transformé? Est-ce que c'est au niveau de l'équipe? Est-ce que c'est au niveau de... Franchement, on partait de
tellement loin avec lui que au final c'était pas si compliqué que ça de faire du changement. Mais du coup, la structure, j'ai mis en place énormément de choses. Il n'y avait pas de toutes les règles administratives RH qui n'étaient pas respectées, les bilans annuels, les visites médicales qui n'étaient pas faites. Enfin, il y a vraiment tout ce volet-là qui a été revu. Puis après, il y a les équipes, la mise en place de rituels de management. Enfin, il gérait vraiment tout. Il était complètement débordé, en fait. Donc, vraiment, mon rôle, ça a été... J'ai vu l'évolution, j'ai vu ce que je lui ai apporté. Donc, même si ça n'a pas matché, moi, j'ai un sentiment quand même de réussite personnelle parce que, du coup, j'ai quand même apporté des choses dans son business, en fait. Avant de commencer avec lui, j'étais dans le syndrome de l'imposteur. Vraiment, clairement, j'avais eu mon premier client très facilement, sans stress. Donc lui, c'était vraiment le challenge de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je peux le faire? Et du coup, je l'ai fait. J'ai eu même d'autres clients grâce à lui, parce qu'il me recommandait. Donc ça m'a fait énormément prendre confiance en moi. Ça m'a fait montrer que j'y arrivais, je pouvais le faire, que j'avais les capacités pour construire quelque chose. Et donc, du coup, ça a été bénéfique, en fait. Qu'est-ce que le mastermind t'a apporté que tu n'aurais jamais imaginé? Très belle question, ça. Plusieurs choses, parce que c'est la richesse d'être avec mes semblables, en fait. C'est vraiment... le fait que déjà on commence à plus se sentir seul, parce que alors les trucs de construire les offres, j'ai fait plein de formations sur les offres. À chaque fois je me sentais en décalage, j'arrivais pas à appliquer. Là il y a rien que je peux pas appliquer parce que tout le monde a les mêmes problématiques que moi. Même si on n'est pas ciblé sur les mêmes choses, on a vraiment un rôle qui a un poste particulier qui fait qu'on peut pas appliquer les mêmes mécanismes que dans les autres business en fait. Et on sait très bien, du coup, le faire pour les autres business, mais c'est pas pareil pour nous. Et du coup, ça m'a apporté ce côté, en fait, c'est pas moi qui ai un problème. C'est juste que c'était pas adapté à mon métier. Et cette richesse, du coup, de profil, de voir qu'en fait, déjà, il n'y a pas de concurrent. Clairement pas. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, la personne avec qui je travaille le plus était censée être ma concurrente directe. Ouais. Et au final, c'est la personne qui me complète le plus et avec qui on va continuer à collaborer parce que ça se passe super bien. Donc ça m'a aussi apporté ça clairement, les collaborations, et la prise de confiance en mes capacités aussi, en mes compétences. Oui, t'as l'effet miroir des autres membres. C'est ça. Qui te challenge et qui te font prendre conscience. Non mais attends, tu le disais tout à l'heure, ta zone de génie en fait c'est ça. Nous ça nous saute aux yeux. Et toi Lionel? Moi je dirais que ça m'a fait prendre conscience que j'avais le droit d'être à nouveau ambitieux. Alors moi j'ai fait plein de belles choses dans ma vie, mais j'ai aussi beaucoup planté de business. Oui, tu nous en as parlé ce matin. Mais oui, je suis un gros expert du plantage de business, volontaire ou pas. C'est vrai que lorsque j'ai abordé cette nouvelle vie entrepreneuriale, là il y a 1 an et demi maintenant, 1 an et demi, 2 ans, je pense que je me bridais. Parce que j'étais là à me dire oui, mais si j'échoue à nouveau en fait. Et finalement, ce que ça m'a apporté, ce que le mastermind m'a apporté, c'est tout simplement le fait que j'étais compétent, que j'avais le droit de voir grand, et puis que j'avais le droit d'affirmer le fait que j'avais envie de gagner de l'argent et de développer un vrai business, et qu'il n'y avait pas de honte à ça en fait. Au contraire, il fallait en être fier. Oui, c'est vrai que ça, il y a souvent une croyance, on n'a pas trop parlé, je pense pas qu'il y en a dans les questions, mais autour de l'argent, autour de ce qu'on se sent capable d'aller viser et ce qu'on peut aussi s'autoriser. Parce que, nous, en plus, avec Sam, nous, on a une promesse assez forte. On dit qu'on veut vous accompagner, en fait, à gagner dans OBM Squad jusqu'à 5 000 € par mois minimum. Et je sais que ça fait souvent... on se fait attaquer parce que c'est les promesses marketeurs bullshit, alors qu'en fait, nous, en fait, on l'a vu plusieurs fois, c'est ce qu'on vous accompagne à faire, on y croit profondément, et en fait, les gens ont souvent, tu vois, cette barrière de dire, non mais 5 000 €, ça paraît beaucoup, tu sais, quand on se lance, et on croit ça tellement inaccessible qu'on va tout de suite attaquer en disant, c'est une promesse bullshit, jamais je pourrais y arriver. Vous êtes les bons exemples aussi, vous êtes maintenant dans le mastermind OBM Elite, et en fait, 5 000 €, c'est juste le premier step, quoi. Ouais, c'est un premier palier, et puis un palier qui est hyper accessible, en fait. Finalement, 1 ou 2 clients, et voilà, on y est.
Alors bien sûr, ça enlève pas le fait qu'il va falloir prospecter, il va falloir bosser sur son offre, etc. Hein. C'est pas magique, c'est pas parce qu'à un moment on dit qu'on est OBM que d'un seul coup ça va arriver en claquant des doigts. On est des entrepreneurs, donc on sait qu'il faut quand même bosser beaucoup. Mais néanmoins, c'est vraiment un palier ultra accessible. Et ça, je crois que c'est vraiment important de se l'entendre dire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas passer le pas de l'entrepreneuriat en se disant bah oui, mais si je vis pas de mon activité, pour moi aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs qui vivent pas de leur activité, alors ça va être un peu clivant ce que je vais dire, mais c'est aussi parce qu'ils font pas ce qu'il faut pour vivre de leur activité. Oui, complètement. Ça m'intéresse, du coup, je vais bifurquer, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous vous rappelez, alors toi, t'étais déjà entrepreneur, serial entrepreneur avant de te lancer dans ce métier, mais est-ce que vous vous rappelez, même si c'était pas avec le métier d'OBM, ce step justement de quand vous vous êtes lancé, quand vous avez atteint un peu cette tranche-là de générer 5 000 euros, 5 000 euros par mois. Vous vous rappelez un petit peu de cette sensation peut-être de fierté que vous avez ressentie? De la fierté, puis en fait de la facilité aussi. Moi, quand j'arrivais dans OBM, j'avais une cliente à 400 euros par mois et je faisais un travail de dingue et de malade. Et elle, évidemment, elle en profitait. Ça coûtait pas cher, elle avait un super résultat. Mais pour moi, c'était déjà énorme de lui demander un revenu récurrent comme ça de 400 euros. En rentrant dans OBM, en commençant à structurer, j'ai compris la valeur de ce que je proposais. Et ensuite, en augmentant les prix, forcément, on a affaire à d'autres types d'entrepreneurs qui comprennent ce qu'on fait et qui sont prêts à payer plus cher. Plusieurs fois, on m'a dit, je te paye pas assez cher. Plusieurs fois, parce qu'ils comprennent la valeur de ce qu'on fait. Et c'est du coup beaucoup plus facile parce que la discussion, c'est pas du tout la même. Donc, la limite, c'est vraiment nous. On peut avoir peur, énergétiquement, de pas être prêt à demander une certaine somme. Mais en réalité, c'est ce que vaut notre travail largement. Et c'est beaucoup plus simple après, parce qu'on a affaire à des entrepreneurs d'un autre niveau. Oui, en fait, on s'auto-sabote parce qu'en fait, facturer 400 euros, un entrepreneur avancé, ou en tout cas quelqu'un qui va valoriser, je sais pas, c'est comme l'univers du luxe en fait. Le sac qui vaut 10 euros, en fait, tu lui apportes, consciemment dans ton subconscient, en fait, tu te dis qu'il est tout de suite de moins bonne qualité que celui qui va être marketé à 500 euros. Ça peut être exactement le même, mais en fait, ça envoie un très mauvais message. Alors que tu vas pricer plus cher, tu vas attirer du coup des clients un peu plus, entre guillemets, premium, dans le sens où ils ont les moyens de se payer tes services et du coup, ils vont justement aller te challenger sur quel est le résultat que tu m'apportes et pas juste fais-moi ces petites tâches là et je te paye un peu au lance-pierre. Quand tu sais que déjà que la première offre, nous, on te le conseille pas en dessous de 1 500 euros et que toi, tu as ce standard-là de te dire 500 euros, c'est déjà beaucoup. C'est ça. Tu te dis, attends, tous les autres, ils l'ont tenté à 1 500. Bon, c'est peut-être trop pour moi, mais je vais au moins la tenter à 900. C'est ça. Et au fur et à mesure, tu montes. Et en plus, quand tu l'as fait, cette offre-là, moi, je sais que je la fais moins cher que ce que pour moi elle vaut. Et les clients, au début, ils disent je suis pas trop sûre de ce que ça va me rapporter et tout après. Et à la fin, ils disent en fait, ça valait 2 fois plus. Tu dis je sais. Ça a permis de mettre le pied à l'étrier et de débarrer la collaboration. On se connaît pas, on sait pas. Et en plus, toujours des fois, c'est toujours un peu obscur pour eux. Ils savent pas trop si ça va être quoi le résultat. Moi, quand je leur dis après, tu vas y voir clair. Ouais, clair de quoi? Et une fois qu'ils ont le truc, ils font mais je pensais pas qu'il y aurait tout ça. Et ils disent comment on fait pour continuer? Et à chaque fois, le truc, c'est en fait, je pense que je te paye pas assez cher. Les gens disent toujours non, je vais pas payer si cher. Et finalement, je te paye pas assez cher. Mais bon, je sais pas si je vais faire payer. Je sais pas si je vais faire plus, mais. Ouais, carrément. Ah, super intéressant. Donc, les filles, le moment où vous vous êtes dit, OK, là, j'ai vraiment basculé dans la posture du bras droit stratégique. Moi, je l'ai compris. Le jour où justement mon pré-client emblématique, quand je suis arrivée dans le squad, j'étais plutôt sur une casquette customer care et donc j'étais en train de switcher au BM. Et un jour, il m'appelle et en fait j'ai juste un SMS qui dit SOS OBM. Et j'avais jamais reçu un texto comme ça. Et il m'appelle et on était dans une situation très critique pour la boîte. Et en fait, j'étais sa top of mind personne. De là, on est dans une merde financière. Je sais plus par quel bout le prendre et potentiellement. C'était plus de X milliers d'euros qu'on pouvait ne pas encaisser et vraiment la boîte aurait pu ne pas s'en remettre. Et c'était en mode, vas-y, je dois brainstormer avec quelqu'un. En fait, là, on est dans un dirty shit et il faut quelqu'un qui m'aide et qui ait de la clarté. Et le fait d'être cette personne, je me suis dit, wow, c'est comme l'appel à un ami donc qui veut gagner des millions. Là, j'ai été upgradée en fait dans le business. Il y a un truc qui s'est passé. Et je crois qu'à partir de là, notre relation aussi a beaucoup changé parce que dans la vulnérabilité qu'il pouvait des fois vivre dans son rôle de CEO, il n'y avait plus de rétention, il n'y avait plus d'opacité. Et du coup, moi, ça a été super enrichissant parce que j'ai vu plein de choses aux premières loges que je pense que j'aurais pas vu s'il n'y avait pas eu cette confiance-là.
Et ouais, j'ai compris que là, j'avais switché d'un truc et que j'avais réussi à créer une vraie collaboration de bras droit et que j'avais enfin pris ma place à ses côtés et que j'étais à ma juste place pour pouvoir l'aider. Et ça m'a aidé quoi, à ce moment-là. Comment je le perçois, c'est vraiment la confiance en fait que le CEO va t'apporter, vraiment la reconnaissance également, parce que tu sens que tu lui apportes, que tu es importante dans le business. Et surtout qui te laisse prendre des responsabilités, qui te laisse manager ses équipes. Donc ça, je pense que c'est une belle preuve de confiance. Et moi, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce métier. Ok. Toi, Mélissa ? Moi, c'est le jour où une cliente que j'avais en tant qu'assistante virtuelle et que j'ai gardée parce que humainement, voilà, il y a un côté affect qui s'est créé avec cette personne-là. Et en fait, un jour, elle m'a dit, mais écoute, finalement, les vignettes Canva et mettre mon podcast sur Ocha, etc., je vais m'en occuper. Tout ça, même la gestion de ma formation, je m'en occupe. Je préfère que nous, quand on soit ensemble, en fait, je préfère que ce que tu fasses pour moi, c'est échanger avec moi, qu'on brainstorm ensemble, parce que là, tu m'apportes beaucoup plus que d'aller mettre des vidéos en ligne ou mettre des vignettes sur une vidéo YouTube pour mon podcast. Donc c'est vraiment ce moment-là où elle m'a dit non, en fait, nos réunions m'apportent vraiment plus et c'est là-dessus que tu peux réellement m'aider. On arrive à la dernière question. Dernière question qui va être encore une question de transformation. Raconte-nous une fois où tu t'es surpris toi-même par ta capacité à gérer une situation. Moi, ça a été un client qui m'a dit qu'il n'était pas complètement content. Ah. Et ça a été hyper violent pour moi. Parce que j'ai toujours eu 100% de satisfaction client. Même quand j'étais salariée, j'ai jamais eu de retour en garantie. J'ai toujours... Et je pensais que je survivrais pas à ça, clairement. Après, c'était très bien parce que j'avais pris juste avant un coaching avec une personne qui m'aidait sur le syndrome du sauveur. Et on est tombé en plein dedans. Je me suis dit, super. Là, on est exactement au même endroit. Et en fait, il y a eu un problème de communication. Moi, j'ai pas été assez claire. En plus, j'étais sur la construction un peu de mon offre. Et j'ai fait l'erreur de ne pas commencer par la première offre du squad. Je suis passée directement à la mise en pratique. Mais parce que j'étais un peu influencée en me disant, c'était une collaboration avec une autre OBM qui me dit, non mais c'est bon, on peut faire la roadmap direct et tout. Et je me dis, ouais, c'est bon, on peut faire la roadmap direct. En vrai, non. Ne jamais faire ça. Du coup, ça a été une très bonne leçon. Parce que, du coup, il s'attendait à avoir plus que ce que j'ai livré. Parce qu'au final, j'ai pas été assez communicante. Et on a fait des points réguliers. Mais il a jamais alerté sur le sujet. Mais en fait, moi, je lui ai jamais posé la question non plus. Donc, je me suis dit, OK, ça m'a permis... Alors, la coach, direct, j'ai envoyé un mail. Bon, je pense qu'il faudrait rapprocher le coaching. J'ai un cas concret, maintenant, tout de suite. Situation de crise. C'est ça. Et en fait, elle m'a permis de décrypter ce qui s'était passé, que clairement, moi, je m'étais mis en position de sauveur, que lui s'était mis en position de victime, et que, en fait... mais je savais pas me dépatouiller de ça. Et elle m'a donné des billes, clairement, en me disant, mais tu redonnes la responsabilité à la personne. Chacun a sa responsabilité. Tu as ta responsabilité, mais lui aussi. Donc, clairement, j'ai beaucoup grandi grâce à ça, parce que maintenant, je me vois venir. Quand je prends cette position, je dis, non, là, tu arrêtes de faire ça, tu vas pas te mettre bien. Et ça m'a permis d'assurer, de dire que, en fait, je peux pas savoir. Parce que là, c'était un cas de, tu viens, t'automatises tout ce que tu peux. Sauf que tant que t'es pas rentré dans ce business, tu sais pas à quoi tu as affaire. Et tu crois toujours que les choses sont structurées. Et en fait, t'arrives et tu fais, OK, en fait, pas du tout, là. On est sûr, je pensais qu'il y avait ça, et en fait, il y a un truc énorme. Mais surtout sur des gros business, ça prend de l'ampleur, ouais. Oui, et puis, en fait, le temps de... Ce qui est le plus ingrat, en plus, c'est le fait de rentrer dedans, de prendre... Moi, en plus, j'essaye de tout avoir dans la tête, donc en plus, ça prend la tête vraiment, parce que t'as tout, et c'est au dernier moment où t'arrives à faire les liens. Donc, c'est hyper chronophage au niveau énergie. Et au final, c'était pas clair. Moi, j'étais pas claire, donc forcément, c'était pas clair. Mais grâce à ça, je sais que ça n'arrivera plus. Ça m'a permis de travailler ma position de sauveur et d'être beaucoup plus claire, d'arrêter de zapper cette première offre. Si les gens n'en veulent pas, je leur dis, moi, je ne travaille pas autrement, parce que sinon, je vais mal travailler. C'était un mal pour un bien. Un très bien. Toujours, de toute façon, dès qu'il y a des situations difficiles. Ça dépend, parce que tu vois, j'aurais pu me dire, oh non, c'est horrible, je suis nulle, je suis un gros caca, je ferai plus jamais les clients comme ça, je suis pas à la hauteur. Et en fait, après, grâce au fait d'être accompagnée aussi, je pense que ça joue beaucoup. Et c'est pour ça que je pense que d'être avec... Et j'ai beaucoup parlé avec d'autres OBM. Ils m'ont dit, mais non, mais c'est pas normal. Et c'est elles qui m'ont mis un peu sur la voie. En fait, tous les jours, moi, je discute, j'ai un petit WhatsApp avec des OBM du squad. et ça permet de recadrer, de reclarifier les choses et de se dire, non, en fait, il y a ce pas de côté émotionnel, d'où le fait de tout le monde a besoin d'une OBM pour faire ce pas de côté.
Ok, bon, on passe au second volet de cet épisode. Un petit peu les coulisses et les pépites de ce qui se passe dans OBM Elite et dans le squad. Et de toutes ces années aussi maintenant dans le squad. Et la question commune que j'ai envie de vous poser, c'est depuis tout ce temps au sein de la communauté OBM Squad en premier et de façon plus générale OBM Elite, ça a été quoi pour vous si vous remémorez toutes ces années maintenant, le shift le plus puissant que vous avez vécu? Vas-y Mélissa. C'est un shift mindset pour le coup, de plus être la simple exécutante et donner mon avis en fait. Dire non, là je suis pas forcément d'accord, c'est pas forcément une bonne idée, et non plus faire parce que le client m'a demandé de faire. Et toi Marine? Il y a plusieurs trucs qui me sont venus là, ça fait pop dans ma tête. Bah, vas-y. Moi je me suis dit il y a plusieurs choses. Le shift déjà c'était, je suis sortie de l'isolement, je parlais de l'isolement du CEO, mais moi je le vivais aussi à mon échelle. J'étais un peu la freelance dans son salon, derrière son laptop, et qui se disait mais qui fait ce que je fais? Et quand je suis rentrée dans le squad, en fait tu te retrouves avec des gens qui font la même chose que toi, qui comprennent ta réalité métier, qui comprennent tes enjeux, tes responsabilités, le chaos que tu vis aussi des fois chez tes clients. Et juste le soutien, en fait, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais pas à avoir des business friends, des gens qui sont devenus des amis dans la vie, des gens avec qui je bosse. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça m'a créé, je pense, déjà cet écosystème-là sain, serein. La deuxième chose, je pense que le plus gros chiffre que j'ai vécu, c'est d'être considérée, comprise, et j'ai pris ma place. Parce qu'avant, pareil, je m'excusais un peu d'être là. Vous l'avez compris avec les réseaux sociaux, mais tout était assez profond chez moi là-dessus. Et jusqu'à ce que vous me proposiez avec Céline de rejoindre le programme et d'être mentor et d'aider d'autres gens. Et en fait, je me suis dit, waouh, en fait, jamais j'aurais pensé faire ça après ma première année de squad et continuer dans Elite avec les copains et développer mon modèle. Et donc, en fait, je pense que quand tu arrives là-dedans, tu te dis, c'est bien, je vais apprendre à faire un business model et juste vivre de mon activité. Et tu ressors de là et tu te dis, putain, je peux être un putain de chef d'entreprise et ça va marcher. Et je crois que c'est ça, en fait, le plus beau shift mindset, c'est que je crois qu'on vient tous pour dire, on va gagner un peu plus d'oseille. Et en sortant de là, on se dit ah ouais, non, mais en fait, ça m'a apporté on est en train de bâtir un beau business, et au-delà de ça, ça a du sens pour nous, on s'accomplit, on prend notre place. Enfin, je pense qu'on sous-estime personnellement et professionnellement dans le mindset ce que ça peut nous apporter. Et ouais, moi, je dirais que c'est plus ça que je retiens, quoi. Ok. Et petite question spéciale pour toi aussi, puisque maintenant, ça, c'était pas prévu. Maintenant que t'as eu le pied dans la communauté en tant que membre, et que maintenant t'as le pied toujours dans la communauté, mais en tant que mentor. Oui. En tant que mentor, ça a été quoi le shift pour toi en passant de l'autre côté du Zoom, quoi, de la caméra? Tu veux dire sur le rôle? Sur toi, sur le fait de aujourd'hui d'être un peu le guide, le mentor de personnes qui étaient à ta place, qui sont à ta place, qui sont à la place à laquelle tu étais il y a quelques années. Je pense le plus gros chiffre, c'est justement, je parlais de la semaine idéale tout à l'heure, mais il y a ce côté de la transmission. En fait, je me suis aperçue, ça a révélé une grosse valeur chez moi. J'ai kiffé ça. En fait, je kiffe toutes les semaines venir quand même malgré tout, donner, créer ce cercle vertueux. Et ça, je me le suis un peu découvert parce qu'en fait, t'arrives dans un écosystème comme ça et tu te dis, tous ces gens-là, en fait, je les forme à la même chose que moi, et ça peut être des concurrents. Et je trouve que la vraie force du squad, c'est que justement, on voit pas cette concurrence, on la ressent pas, et on est plutôt dans un truc de bienveillance et d'entraide, de se dire, ta skills va venir aider ma skills, et en fait, on s'élève un peu. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé de plus me comparer, déjà, et de me dire, non, en fait, on est en train de créer une machine, là, qui fait que tout le monde va bénéficier du truc et tout le monde va s'élever. Et de pouvoir, moi, être la personne qui, des fois, va driver ça, en fait, ça m'a surprise de moi-même parce que je pensais pas en être capable, quoi. Donc, je dirais que mon chiffre, ça a été ça, de comprendre que j'avais montré, en fait, en galon d'expertise, tu vois, de pouvoir aider d'autres gens qui se lancent. Et ils me le rendent bien parce qu'en fait, chaque semaine, ils me renvoient vers déjà le chemin parcouru, ou alors ils me challenge aussi à me donner le meilleur de moi-même par les questions qu'ils ont, etc. Donc, moi, je dirais que c'est ce shift-là, quoi. Ça m'a appris aussi l'humilité, je pense, beaucoup. De se dire, tu vois, son parcours, c'est que tu peux aider, mais bon, en fait, tout le monde peut aider à l'arrivée. Et du coup, ça te met à ta juste place aussi. Ok, super. Et toi, Aurore, si on revient à la question initiale qui était, depuis ce temps dans le squad, dans OBM Elite, ça a été quoi pour toi le shift le plus puissant que tu as vécu? Déjà, la diversité des profils, la complémentarité qu'on peut s'apporter les unes les autres, la ligne de conduite qu'on a, du coup, de se construire vraiment une route, en fait, de s'y tenir. Et puis pour finir, vraiment, les challenges en fait qu'on va se mettre soit à soi-même ou soit entre nous, participantes,
Donc vraiment pour atteindre nos objectifs et vraiment avec cette force, cette communauté, je trouve que c'est comme ça qu'on y arrive aussi. Ok. Tu pouvais pas faire meilleure transition puisque ma prochaine question c'est qu'est-ce qui fait selon vous la force justement de cette communauté Qui commence? Alors je dirais la bienveillance, mais la vraie bienveillance, parce que c'est un mot qu'on utilise un peu à tout va maintenant. Et le côté justement, ce que tu disais Marine, il n'y a pas de concurrence. Même si on fait le même métier, s'il y en a une qui a une question dans la communauté, il y en a une autre qui va faire exactement la même chose qu'elle, mais c'est pas grave, elle va quand même l'aider, elle va lui proposer, tiens, j'ai 1 heure devant moi, viens, on se fait un zoom et je te débloque. Alors qu'en soi, oui, on peut être concurrente, mais c'est de la bonne concurrence et on se marche pas dessus. Et voilà, ce côté vraiment entraide, solidarité au sein de la communauté. Franchement, la force de la communauté, je fais pas ça par faillotisme, mais c'est toi et Céline aussi. Parce que je pense que la façon dont vous avez insufflé la méthode du squad, les valeurs aussi, ça s'appelle squad, c'est des codes militaires, mais c'est pas pour rien parce qu'il y a la volonté derrière de former les meilleurs OBM de France. Il y a la volonté, en fait, on fait du business. On n'est pas là en train de former des gens à gérer des outils, etc. Et ça, je pense que ça inflige un mindset au groupe, mais pour le bien du groupe. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'on est dans ce truc bienveillant, entraide, mastermind, qui a peut-être moins sur ce type de métier, parce que justement, les gens viennent en disant « Non, mais en fait, t'es responsable. À l'arrivée, c'est ta boîte, ta façon de voir les choses, prends ta place, fais ton truc. » Et ça, c'est vous qui l'insufflez au départ, vous êtes fondateur du truc. Et je pense que ça, c'est la grosse force du groupe aussi, c'est qui est à la tête des troupes. Et à la tête des troupes, forcément, dans ta vision et dans ce que tu transmets, les valeurs, après, elles se communiquent. Et d'un coup, ça s'imprègne et ça déteint sur tout le monde. Et donc, tout le monde est aligné dans la même direction. Et donc, on a ce résultat que dit Mélissa, que à l'arrivée, on est tous dans le même bateau et c'est nous contre le reste du monde. En fait, on est des soldats et on va tous au front pour la même chose. Et ça, je trouve que c'est la grosse force de la communauté, au final, qu'on ne soupçonne pas, je pense, en arrivant dedans. Ok. Et toi, Aurore? Je rejoins un petit peu les filles. Je dis pareil que Marine. Donc les valeurs de démarrage, quoi. Est-ce que ces valeurs-là, c'est celles qui vous ont donné envie de rejoindre justement cette communauté à la base, ou vous les avez découvertes en chemin? Moi, je les ai découvertes en chemin parce que avant de rejoindre la communauté, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis tombée vraiment par hasard sur le truc. Et finalement, j'ai pas regretté. Donc, très bon choix. Ça m'a permis vraiment de me propulser. Donc, voilà. Et donc, justement, si vous deviez donner un conseil à une future ou un futur OBM, ça serait quoi? Rejoins-nous. Non, hormis rejoindre OBM Elite et OBM Squad, ça serait quoi? Mais bon, c'est valable aussi. Mais... Fais-toi confiance. T'as certainement, si tu penses à ce métier, c'est que tu as certainement les capacités pour y arriver, donc fais-toi confiance et vas-y. J'ai eu cette conversation l'autre jour, j'ai un ami entrepreneur, il me dit « Ah, j'ai une AV, elle m'aide un peu sur tout et je pense qu'elle a un potentiel d'OBM, elle sait juste pas comment le prendre. » Et je passais 1 heure au téléphone avec elle. Et c'était rigolo parce qu'elle cherchait à se former, à faire plus que ce qu'elle faisait déjà. Et finalement, elle avait un peu pris cette place à ses côtés quand je lui demandais un petit peu ce qu'elle faisait, etc. Et je lui dis, ne cherche pas ce que t'as pas et capitalise sur ce que t'as déjà. Et elle m'a dit, waouh, je pensais pas que ce serait si simple, finalement, de faire ce rôle. Et je dis oui. Parce qu'en fait, ça? Non. Non. Et non, mais vraiment. Et elle m'a dit, je vais retenir que ça de l'appel. Genre, c'était une phrase. Et en fait, et je me suis dit, en fait, ça m'a fait penser au room quand des fois on vient toutes les semaines et qu'on aide les membres du squad. Ils sont toujours dans qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que j'ai pas assez pour aider quelqu'un. Alors qu'au départ, s'ils ont été attirés par le rôle et qu'ils sont venus nous rejoindre ou qu'ils ont envie de le faire, c'est parce qu'ils se reconnaissent dans le rôle. Donc en fait, t'as déjà tout pour le faire. Et ça, c'est mon meilleur conseil parce qu'à partir du moment où tu capitalises sur ce que t'as déjà, tu performes de ouf parce que tu es focalisé sur tes zones de génie, tes appétences et tu vas chercher des gens qui n'ont pas ça pour créer la complémentarité, le faire dans leur business et aller exploser ensemble des choses et créer des synergies. Je sais que t'aimes pas trop le mot, mais c'est un peu l'idée, tu vois. Et ouais, donc du coup, ce serait le conseil que je donnerais. Ok. Tu vas regarder la caméra et tu vas redonner ta punchline, si tu te rappelles. Oui, et je crois que j'ai dit. Il me semble que j'ai dit, ne te concentre pas sur ce que tu n'as pas ou ce qui te manque, mais capitalise sur ce que tu as déjà. Et toi, Aurore, on termine là-dessus ou t'as un mot à ajouter? Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Test, don't guess. Ah, si, c'est pas mal. Test, don't guess. Ouais, l'action, franchement, rien d'autre. Hein. Ok. Bon, je pense que c'était le bon mot de la fin. Oui. Merci les filles d'avoir fait cet épisode un petit peu spécial en direct de Lisbonne. Et la semaine n'est pas finie pour nous.
Non. Donc on y retourne. On rejoint les autres membres de la communauté. Et à tous celles et ceux qui nous regardent et qui ont envie de rejoindre cette belle communauté, bah voilà, vous savez quoi faire. Vous savez comment ça se passe sur Internet. Cliquez juste en dessous. Merci à toutes. Merci. Et merci à tous. Ciao, ciao. Merci. Mais en tout cas, merci. J'étais super contente de vous accueillir pour cet épisode. En plus, dans un vrai studio de podcast, Ouais, ça mais oui, change bien. d'enregistrer sur Zoom à la maison. J'espère que toi qui nous as regardé, t'as apprécié cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Et j'en profite également pour vous rappeler, si c'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Je pense que des contenus comme ça, on en refera avec grand plaisir. Parce que, en fait, vous le savez peut-être pas, mais là, en ce moment, on est en train de vivre notre premier séminaire OBM Elite. C'est pour ça qu'on est ici en présentiel. Et ça se passe tellement bien qu'avec Sam, je pense qu'on va en réorganiser beaucoup plus souvent. Donc, on aura l'occasion, bien sûr, de refaire ces tables rondes. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous avez retenu. Peut-être un moment de l'épisode, quelque chose qui a été dit, qui vous a marqué, qui vous a peut-être fait shifter. Dites-le nous en commentaire, ça nous fera plaisir et ça vous fera plaisir, je pense aussi, de lire ces retours en commentaire. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.